Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors maintenant, je vais te proposer un exercice que je n'ai pas proposé aux autres. C'est de lever les préjugés sur la teinture végétale. Donc moi, là, je suis à peu près à une vingtaine d'échanges avec des invités sur la teinture végétale ou la couleur végétale. Et on a des préjugés qui nous tombent de l'écosystème, enfin non pas de l'écosystème justement, du particulier on va dire, ou des industriels. Et en fait l'idée c'est que je te balance un préjugé et t'essayes de me donner un contre-argument ou de nuancer ou de m'apporter ta vision. Donc le premier, et je m'en veux parce que j'y ai cru, et je le disais, c'est que la palette de couleurs proposée par la teinture végétale est terne et souvent pastel. C'est faux. Ah ouais, j'aurais dû faire un petit jingle. Ting. C'est ça, il faut mettre un... Exactement. Mais bien non, bien sûr. Terne et pastel, c'est peut-être ce qui est intuitivement... Moi, on me disait aussi beaucoup, c'est cacadois, quoi. Globalement, c'est un peu des tons, terreux, naturels. Bah oui, mais non. Justement, c'est très très large la palette. Il y a aussi bien des jaunes vifs, quasiment fluo, qu'on peut faire avec le Reseda, que des rouges très très denses avec la Garance. On peut faire des noirs, on peut faire des kakis très lumineux. Enfin, en dehors des fluos réels, c'est-à-dire ceux qui sont créés avec des adjuvants type azurant, je crois que ça s'appelle, qui vraiment font des roses fluo, qui te font mal aux yeux presque. Évidemment, ça en végétal c'est difficile. Il y a quelques couleurs type bleu électrique. Ce qu'on appelle bleu électrique, un bleu comme ça aussi c'est... Mais en dehors de ça, on peut faire quand même beaucoup de couleurs. En plus, une fois qu'on arrive à faire un bon jaune, je dirais lumineux, pas trop vert, pas trop orange, un rouge et un bleu, déjà par couleur composée, tu atteins quand même beaucoup de choses avec les 3 couleurs primaires. On peut faire des gris, des noirs intenses, des marrons, avec différents types de tonalités, en plus des marrons plutôt dorés, des marrons plutôt fauves, plutôt roux. Donc non, c'est pas terne, c'est pas pastel. La clé, qui est pas le travail le plus peut-être gratifiant, mais c'est le mordançage, d'arriver à bien préparer son tissu pour que le colorant se fixe et soit très lumineux, soit très sombre, mais qui est vraiment de la densité, de l'intensité. C'est un petit peu la clé. Okay. Enfin, c'est une des clés, voilà. C'est une des clés. Et justement, pour rebondir sur un point technique, donc tu prépares ton tissu, tu prépares ta fibre, c'est hyper important le mordançage. Tu y appliques une couleur. Est-ce que tu peux expliquer la phase d'après qui pourrait nuancer et qu'est-ce qui se passe, avec quoi tu joues pour pouvoir aussi nuancer une couleur après cette phase de teinture? Alors, moi, quand je dis nuancer, je pense souvent à la partie réaction avec le fer. Quand il y a eu des tanins dans le colorant, dans la plante qu'on a utilisée, alors souvent, on assombrit, donc on nuance, mais plutôt on rabat la couleur. Je sais qu'il y a quelques façons d'aviver un petit peu sa couleur aussi après une teinture, mais franchement, la clé, elle est quand même dans le moment de la teinture. Voilà, mordançage, teinture, et ensuite, c'est plutôt à la marge. Tu corriges légèrement. Ouais, tu corriges légèrement, mais disons que c'est la piste, c'est déjà là, quoi. Donc c'est vraiment à la marge après. Et puis moi, je fais que du nuançage au fer. Je fais assez peu d'autres choses après en post-teinture, à part rinçage, séchage. Mais pour moi, c'est fini. D'accord. Ou alors faire une autre couleur derrière. Mais oui, alors ça s'appelle comment le procédé de tu teins une fois et il y a un nom, non on peut dire surteinture, on peut dire couleur composée. C'est ça, couleur composée. Ouais, deuxième teinte. Je sais pas s'il y a vraiment un nom. Je crois que c'est couleur composée. Peut-être, ouais. On fait une palette de bleu et puis ensuite on fait une teinture en jaune et là on a une palette de vert. D'accord. Alors, préjugé numéro 2. Ouais.
ça fait un peu la pub Cofidis, tu sais, préjugé, je crois que c'est cette pub-là. Bon bref, c'est ça. Préjugé numéro 2, toutes les teintures végétales ne résistent pas aux UV et à la couleur. Enfin, aux UV et à la lumière, pardon. Ça c'est vrai. Toutes. Ça c'est vrai. Non, toutes ne résistent pas. C'est-à-dire que certaines résistent. Voilà, pardon, c'est ça, certaines résistent, mais certaines ne résistent pas. Voilà. Donc après, des couleurs de synthèse aussi, hein, elles peuvent être altérées par les UV au bout d'un certain temps. Si on a un canapé au soleil, oui. Voilà, pendant un certain temps, il va aussi faire des marques ou baisser un peu en. Mais l'intensité des UV sont telles que c'est difficile, oui, pour les colorants. Alors on peut jouer justement en mordançant, en engalant, en préparant encore un petit peu mieux sa fibre. Et puis, il faut utiliser des plantes dont on sait que la résistance lumière est quand même bonne. Donc, par exemple, pas le campèche. Alors, le campèche, il peut quand même donner de bons résultats dans de bonnes conditions, mais avec un mordançage tout simple et un bain de campèche un peu léger, c'est sûr qu'à la lumière, ça résistera pas. Mais bon, on a quand même des témoins de tapisseries assez anciennes qui montrent que les couleurs ont résisté. Et puis après, est-ce que c'est résisté sur 2 semaines, 10 ans, 500 ans? Je dirais qu'une couleur végétale qui tiendrait pas sur 2 ans, c'est peut-être pas très grave. On pourrait la surteindre, on pourrait faire quelque chose. Si ça tient pas sur 2 semaines, c'est plus embêtant. D'accord. Et du coup, là, on peut aussi utiliser les plantes grand thym, etc. C'est ce genre de colorant-là vers lesquels il faut se tourner du coup pour une résistance plus forte aux UV. Tout à fait, oui. Il faut pas espérer avoir un résultat avec une plante qui serait pas grand thym. Ok. Préjugé numéro 3. La teinture végétale, ça pollue plus que la teinture synthétique et en plus, ça utilise des métaux lourds. Qu'est-ce que ça veut dire polluer ? Dans la mesure où on utilise des plantes renouvelables, que dans le bain, on met pas d'adjuvant particulier, l'action de pollution, quand même, elle est minime. Si polluer, ça veut dire prélever des plantes, avoir un impact sur le carbone déjà à ce niveau-là, ça devient super difficile à mesurer. Des métaux lourds, à ma connaissance, le fer et l'aluminium sont pas des métaux lourds. Donc pour ça, c'est vrai qu'on utilisait historiquement du chrome, de l'étain, d'autres métaux pour mordancer qui étaient des métaux lourds et qui sont encore utilisés. Le chrome est encore très très utilisé et ça c'est un métal lourd. Alors c'est réglementé en Europe, mais il y a quand même plein de pays où on l'utilise encore. Et là vraiment c'est toxique. Et puis c'est le rejet aussi. Quel rejet tu fais après la teinture? Si ton bain il a été épuisé proprement ou alors que tu l'as neutralisé pour qu'il n'y ait plus rien une fois que tu jettes ton eau, là les rejets sont minimes. Si effectivement on rejette un bain de chrome comme ça, c'est sûr que c'est très très polluant. Ce qu'on utilise en teinture, en mordançage en tout cas, comme les sels d'Alain par exemple, ils sont de synthèse, donc c'est pas que de la pierre d'Alain. Enfin, c'est plus de la pierre d'Alain qui a été extraite d'une carrière d'Alain, comme ça a pu être le cas. Donc ils sont de synthèse, donc forcément il y a eu une opération à ce moment-là en labo qui consomme de l'énergie et est-ce qu'elle est polluante? Je saurais pas répondre à cette question. À creuser. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer là-dessus, l'Alain. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas de dépendance à la pétrochimie si on utilise des colorants naturels et que c'est quand même le problème numéro 1, je dirais, de cette dépendance et de synthèse des colorants chimiques entre guillemets. Enfin, la couleur c'est aussi une chimie, mais la couleur naturelle. Donc, on n'a pas cette dépendance-là. Et puis les rejets, on essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus propres possible. Donc ça, c'est super important. Ok. Sur ce qui se passe après la teinture. Mais ouais, c'est une vraie question. Préjugé numéro 4. La teinture végétale ne tient pas au lavage. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est un peu pareil. Si on a fait un bon traitement, une bonne teinture, la couleur, elle tient au lavage. Alors, il faut laver à 30 degrés avec une lessive écologique, je dirais. C'est sûr que si on lave peut-être à 90, il y a des lessives qui sont extrêmement corrosives et qui sont plus polluantes que tous les process de teinture, enfin, qui contiennent tout un tas de choses. Moi, j'ai teint des tas de choses que j'ai lavées en machine plusieurs fois et qui tiennent. Donc ça, ça dépend du process et ça dépend du lavage. Préjugé numéro 5, que je m'embrouille pas dans mes préjugés, la teinture végétale n'est pas reproductible. C'est-à-dire que quand tu fais une couleur, il est impossible d'avoir la même couleur. D'une certaine manière, c'est vrai, puisqu'on travaille avec le vivant.
Donc tu manges jamais 2 fois la même tomate. Là c'est pareil. Peut-être que on n'a jamais 2 fois la même exactement. On a la même variété de garance, mais elle n'a pas été exactement récoltée, cultivée de la même manière. Donc il peut y avoir un petit aléa, même si les colorants qu'elle contient sont quasiment les mêmes. Mais si on croise tous les paramètres et qu'on contrôle l'eau, le pH, le tissu, la plante, etc., est-ce qu'on arrive à faire 2 fois exactement la même couleur? À l'œil, si. À l'œil, elle sera 2 fois la même. C'est-à-dire qu'on sait la reproduire. Mais si on allait l'analyser en colorimétrie, peut-être qu'il y aurait un tout petit... Mais on est différence. capable de reproduire une couleur, ça c'est sûr. On peut la reproduire, oui, à l'œil, t'as quand même une fidélité et tu... Mais c'est pas un Pantone, C'était exactement là où je voulais que tu dises ce mot-là. C'est top. Alors, préjugé numéro 6, un peu plus ardu, on va dire. La teinture végétale occuperait tous les sols si on revenait à atteindre tous nos vêtements actuels avec de la couleur végétale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de sol de terre arable disponible parce que vu la quantité de vêtements qu'on a aujourd'hui, les teindre de manière naturelle, en fait, ça occuperait tout l'espace. Les plantes. Je pense que... Alors, il faudrait faire un calcul super sérieux, mais je pense que c'est vrai. Parce que il y a une question d'échelle là qui est gigantesque. C'est-à-dire que le problème, c'est l'échelle aussi de la production textile d'aujourd'hui, qui, même si on la faisait en végétal, pourrait poser tout un tas de questions d'ailleurs. Mais en termes de ressources végétales, de quantité de terre qu'il faudrait pour cultiver toutes ces plantes-là, il y avait des calculs qui avaient été faits juste sur l'indigo, je crois. Il fallait 2 planètes et demie, mais je suis pas rentrée dans le détail du calcul, je suis pas capable de le dire. Moi, je m'intéresse à autre chose, c'est-à-dire que il y a clairement une question de disponibilité de la ressource, et il vaudrait mieux demain qu'on plante plus de végétaux pour se nourrir que des plantes tinctoriales, ça c'est sûr. Mais aussi qu'on utilise des ressources qui sont déjà là finalement. Il y a de la taille d'arbre qui peut être utilisée, des déchets ou des coproduits d'autres cultures, par exemple. Là, il y a tout un projet de recherche sur les pelures d'oignons et les tiges et les feuilles d'artichaut, pardon. Donc, qui est un reste de culture et puis qui peut se valoriser en teinture, alors qu'en général, il est, je sais pas, au mieux peut-être composté, mais je crois même pas. Donc, il y a d'autres types de ressources qu'on peut utiliser pour faire de la couleur, mais je pense que c'est vrai qu'il faudrait beaucoup trop de place pour cultiver des champs de garance, des champs de réséda, des champs pour subvenir à... Mais il faudrait le chiffrer vraiment précisément, là, c'est... Très bien. Ouais. à creuser, du coup, mais on nuance, au moins, c'est bien. Il faudrait produire moins, ça, c'est sûr. On est d'accord. Et donc, préjugé numéro 7, oui. Alors là, ça va être... tu vas pouvoir plus l'étayer, je pense. La teinture végétale est plus chère que la teinture avec des colorants de synthèse. Si on se tourne juste vers la ressource, justement, c'est sûr que la ressource tinctoriale, elle est plutôt plus chère. Ça coûte plus cher de faire pousser une plante, la récolter, la faire sécher, la broyer, etc., que de créer une poudre de synthèse. Ça, c'est vrai aujourd'hui, mais il n'est pas dit que l'industrie de la pétrochimie va pas connaître de grandes difficultés étant donné qu'il y a une rareté qui se fera. Mais aujourd'hui, c'est plutôt plus cher d'acheter 1 kilo de plantes pour teindre. Encore que, avec certaines plantes, on a quand même d'assez bons résultats. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est plutôt des teinturiers qui ont des procédés artisanaux, comme nous. Je peux pas standardiser, j'ai pas vraiment de machine, donc forcément, il y a un coût de main-d'œuvre. C'est une autre temporalité, donc ça... Et puis on a envie que ça reste quand même un travail qui soit sensible, qui soit valorisé, puisqu'on ouvre un petit peu des pistes d'innovation. Mais ça demanderait aussi un calcul en détail, parce qu'en termes d'adjuvants, alors c'est sûr en termes de plantes peut-être, mais on peut faire de la collecte de plantes et sensiblement diminuer ce coût-là. On pourrait avoir des solutions qui soient quand même accessibles, surtout si on fait du volume et qu'on trouve des moyens de faire du volume. Il y a des gens qui sont en train d'imaginer des machines entre l'artisanat et l'industrie, mais maniables par des teinturiers comme moi qui fait des quantités moyennes. Et là, ça devient intéressant. Alors justement, c'est mon préjugé numéro 8. C'est est-ce que les industriels sont prêts pour passer ou pour revenir à la teinture végétale ? Certains le sont et certains y réfléchissent beaucoup. Évidemment stimulés par leurs clients,
qui leur disent il faudrait vraiment qu'on arrive à faire une production. Donc là, on est en discussion avec un client qui, lui, voudrait mettre en place ce type de projet, convaincre un de ses industriels de s'y mettre, de faire justement du métrage, des tests, pour avoir une réalisation en quantité. Ce qui pêche, c'est ça, c'est la rencontre entre la facilité entre guillemets de l'industrie aujourd'hui, avoir des procédés super calés avec quelque chose de plus ou moins automatisé pour telle couleur, pour telle, et hop, ça part dans la machine. Bon, j'imagine que tout est jamais si simple, mais en process végétal, il faut vérifier est-ce que la couleur monte, est-ce qu'on travaille avec un extrait, est-ce qu'on a fait une décoction. On est encore, mais on pourrait tout à fait le transférer à un processus industriel, et je pense d'ailleurs qu'il faut y réfléchir sur des volumes moyens, parce que c'est fonction aussi de ce qu'on peut faire par rapport aux ressources, je pense. Mais il y en a qui s'y intéressent, il y en a qui en proposent même d'ailleurs déjà. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que dans les plantes, tu peux pas standardiser les colorants. Donc, le colorant de telle plante, le colorant de telle autre plante, il devrait presque être traité individuellement. Alors évidemment, on a un peu des recettes qui permettent de faire toutes les plantes avec une procédure commune. Mais en réalité, si vraiment on standardise trop, on nivelle par le bas, et du coup, on a un rose très pâle, un jaune trop pâle, et en fait, on peut pas les traiter tous de la même manière. Donc, ça demande de rentrer un peu plus dans le détail de chaque type de teinture. Et puis, il y a l'indigo, bien sûr, les bleus, qu'on fait pas comme les autres. Donc, on fait pas le vert non plus comme on ferait le jaune. Donc, et là, déjà, on rentre dans les détails. Mais il y en a qui essayent de prendre un petit peu les choses à bras le corps. Ça dépend aussi du type de fibre qu'on a à atteindre. C'est sûr que s'il faut teindre des kilomètres de coton, c'est pas pareil que si on teint de la soie ou des écheveaux de laine. C'est encore un autre. Donc c'est ça. C'est pour ça, moi, j'ai essayé de rentrer dans certaines conditions qui faisaient que c'était possible et que j'arrivais quand même à le faire un petit peu en série, notamment la laine qui ensuite était tricotée, par exemple, ou certaines fibres qu'on arrivait à manier pour faire un certain type de pièces en série, pour essayer de trouver cette jonction-là. Préjugé numéro 9. Si, c'était clair. Et préjugé numéro 9, et je pense que c'est le dernier, la teinture végétale est plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique. Sur les histoires de chauffe, ce genre de choses? En fait, je pense que c'était dans, tu sais, l'aspect druidique, où tu as la grande bassine qui chauffe pendant des heures, et je pense que ce préjugé-là colle un peu à la peau de la teinture végétale, alors que, tu vois, moi, par exemple, en formation avec Michel Garcia, en fait, on faisait pas chauffer tant que ça, et je pense que ça, tu vas nous donner ton avis, mais je pense que ça, c'est un préjugé qui peut être nuancé. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi de la chauffe dans les process de synthèse. Alors, je suis pas une spécialiste du tout, donc mais il y a aussi des moments de chauffe et des moments par des machines en plus qui sollicitent pas mal le réseau électrique. Il y a d'autres façons de faire en végétal, et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire chauffer pendant des heures. Il y a une montée en température qui est importante à certains moments, mais on peut faire des mordançages à froid, sans eau, avec par exemple du vinaigre, de l'acétate d'alumine. On peut faire des montées en température, pas forcément qui durent des heures. Et puis on pense teinture, mais il n'y a pas que la teinture dans l'utilisation des colorants végétaux. On peut faire des impressions de mordants et ensuite on les teint. Et là, ça va beaucoup plus vite parce que ça prend tout de suite uniquement sur les mordants. Et c'est une opération que je trouve plutôt plus courte qu'une teinture vraiment de totalité du tissu. On peut aussi créer des encres ensuite qu'on fixe. Je pense que justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, question d'utilisation de ressources, d'énergie et autres, il faut qu'on imagine d'autres choses que juste, comme tu dis, des grosses marmites qui bouent pendant des heures avec le tissu à l'intérieur qui se teint. Il y a d'autres pistes, colorants naturels et puis faire des choses écologiques. Ok, top. Eh ben, écoute, pour un premier essai, c'était canon. Et du coup, en conclusion de tout ça, quels sont selon toi les leviers qu'il faudrait actionner pour que la teinture végétale reprenne une place intéressante dans nos vies, on va dire, que ce soit sur le textile, l'ameublement ou d'autres?
Ben déjà, ce que tu fais, je pense que c'est une bonne idée, c'est-à-dire en parler et puis que les gens se parlent entre eux, c'est-à-dire à la fois les gens de la communauté, puis des gens qui étaient peut-être intéressés mais pas forcément hyper informés, et qu'on en sache un peu plus. Il y a un œil qui doit s'éduquer aussi à recevoir la couleur végétale, qui ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de biens de consommation, et donc aussi d'accepter de voir les choses un peu différemment. Que ceux qui ont des initiatives, ont des propositions, justement discutent entre eux, artisans, industriels et autres, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et des fois, t'as tout d'un coup une proposition qui fait vraiment avancer quelque chose. Ça, je trouve ça super important. Moi, je suis pas du tout dans des secrets de quoi que ce soit. Voilà, de toute façon, j'ai pas inventé grand-chose. Donc, je trouve qu'il faut au contraire qu'on dialogue et qu'on ouvre des pistes et qu'on convainque les gens qu'il faut essayer. Et justement, comme tu fais, en essayant de démonter des préjugés, puis à un moment donné, de toute façon, il faut mettre la main à la pâte et il faut tester, en fait. Il faut essayer, se rendre compte vraiment de où ça coince, comment on peut surmonter ça. Et puis, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à imaginer et à découvrir aussi. Les plantes, elles livrent de la couleur, mais elles livrent autre chose. Elles sont souvent bénéfiques à plusieurs titres, par exemple. Elles peuvent être aussi médicinales. On peut imaginer que les plantes aussi servent de mordant, par exemple. Il n'y a pas que les mordants type sel d'Alain qu'on achète en poudre, bien sûr. Donc toute la question de la recherche sur les biomordants est super intéressante parce qu'on pourrait rester justement dans le renouvelable et dans le végétal et même donc aller assez loin. Il faut échanger, se parler, et puis surtout pas essayer de réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire que en tout cas, moi, à mon échelle, déjà, j'ai pas fini encore de me former et d'aller jusqu'au point de connaissance qui va me permettre de continuer à essayer d'ouvrir des pistes. Mais voilà, essayons de bien se former, de bien comprendre. Et c'est finalement c'est le vivant, c'est une chimie assez complexe. C'est comme ça qu'on va avancer. Voilà, donc il y a des spécialistes, il y a des gens qui font plein de choses dans leur coin, et ça peut être des ingénieurs textiles, ça peut être il y a plusieurs corps de métier. C'est bien qu'on puisse avancer ensemble. Alors maintenant sur la partie transmission, on va pas revenir sur les ateliers, tu en as parlé. Ouais. Je voulais parler de ta formation en ligne. Tu proposes un format qui est nouveau et j'aimerais bien que du coup tu nous racontes un petit peu parce que je pense, à part The Dog, alors je ne retiens jamais son nom, tu sais, une Américaine d'ailleurs. Voilà, à part elle qui fait de la formation en ligne, je pense que tu es une des premières en France. Si je dis pas de bêtises, je m'avance en tâtonnant. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as souhaité faire de la formation en ligne. Quel est ton projet là-dessus? À peu près combien pas d'épisodes, mais voilà. Comment tu vois les choses là-dessus? Oui, c'est super ce qu'elle fait, Dogwood d'ailleurs. J'ai beaucoup d'admiration pour son travail, pour la qualité de ses images. En fait, ça a un peu commencé par Shifumi, qui m'a proposé de faire un cours en ligne il y a 2 ans. Eux, c'est vraiment une plateforme de cours en ligne. Ils ont commencé à faire rentrer pas mal d'artisans, à proposer des cours de céramique, de savon, de création de bouquets, enfin plein de choses. Et ils m'avaient proposé de faire un cours en ligne sur la plateforme. Donc là, en plus, dans des conditions professionnelles qu'ils ont réalisées. Moi, je proposais depuis le confinement des petits webinaires, donc qui étaient plutôt sur un format bref d'1 heure. Où je proposais des thématiques assez simples, vraiment de personnes qui voulaient se lancer, faire une petite pratique, par exemple autour des pots d'avocat, sans forcément faire de mordançage, vraiment d'essayer. Qu'est-ce que c'est de teindre, qu'est-ce que c'est que de faire une décoction, les premières notions, disons. Et j'avais eu pas mal de succès à cette période, où les gens peut-être avaient un peu plus de temps, et puis on a commencé tous à se mettre sur des visios et tout ça. Et ça a bien marché, puis après ça s'est un peu essoufflé. Et en fait, je me retrouvais à faire d'assez petits groupes, assez régulièrement. Et je me suis dit que c'était plus intelligent de créer une communauté, d'avoir plus de personnes, soit en proposant de temps en temps, donc ça je le fais aussi, j'ai plusieurs formats, soit de temps en temps un cours où je fédère plusieurs personnes, donc là c'est ponctuel, one shot, et vraiment je suis en direct en train de proposer un atelier. Là ce que j'ai commencé à mettre sur le site, c'est un cours en ligne qui va être en une dizaine de sessions, qui te permet d'aller des premières pratiques, teinture aux pelures d'oignon, commencer un peu à faire des mordançages. Là, j'en ai mis un sur l'éco-print. Donc déjà, il y a un mordançage particulier, puis comment faire une cueillette, comment
préparer son tissu, le rouler pour faire c'est super satisfaisant. Et j'avais pas mal de demandes sur ça. Et on va parler de l'indigo, on va parler de l'impression de mordant. Il y a plusieurs thèmes qui arrivent que je tourne. Alors là, vraiment de façon autonome, petit à petit. Ce que je voulais, c'est que ce soit pas trop long. On n'a pas des heures à consacrer à regarder, je pense, une vidéo, mais qu'il y ait quelques vidéos courtes, très parlantes, bien claires, où on explique certaines notions, on voit les gestes, c'est ça qui compte, on voit les gestes, parce que des fois on l'explicite pas, mais en fait on sait à quel moment on fait tel ou tel geste, et puis on voit un résultat, et surtout il y a une façon d'interagir, on peut me poser des questions, je prépare un livret de cours qui se télécharge, donc qui est comme un petit carnet qu'on a pendant le workshop, sauf que là la personne l'imprime à domicile, elle peut mettre ses échantillons, et puis ça permet d'avoir un lieu où ça peut grandir en fait cette communauté, puis même je peux interagir, dire bah voilà, je vous propose telle expérimentation, et puis comme si je donnais un petit devoir à la classe, là c'est sur une plateforme qui me permet de faire ça, mais ça peut évoluer. Voilà, donc c'est un cours, du coup il y aura plusieurs, ça permettra de balayer un petit peu pas mal de techniques finalement, et ça me permet de le faire moi depuis ici en fait, pas en présentiel, où je fais des groupes aussi d'ateliers ici, mais voilà, comme ça je peux interagir aussi avec les personnes qui peuvent le faire depuis là où elles veulent. Top. Bon bah écoute, à suivre sur la formation en ligne. Ouais, non, top, bah, super projet. Et maintenant on arrive aux questions rapides, un peu tac au tac. Quelles sont pour toi les personnes inspirantes et tes sources d'inspiration? Alors parmi les personnes que je trouve super inspirantes, on l'a cité tout à l'heure, il y a Lee Spencer effectivement de Dogwood d'ailleurs, qui a vraiment une créativité que je trouve incroyable, et puis un univers très esthétique. Mais après ça peut être très varié en fait, pas mal de livres sur des artistes ou sur des peintres ou sur des tisserands. Je suis assez visuelle, donc ça peut être juste une palette de couleurs, ça peut être des motifs. Les motifs m'inspirent aussi beaucoup, d'inspiration japonisante par exemple. Ça peut déclencher quelque chose qui tout d'un coup va m'inspirer, mais la musique m'inspire également. Il y a une artiste céramiste, la Marion Gros, que j'aime beaucoup, qui fait des palettes de couleurs là dans ses céramiques. Ça me plaît beaucoup, la terre et les émaux. J'en ai fait une période. Donc ça peut être vraiment très varié en fait. La forme d'une feuille, ramasser une graine. Évidemment des personnes que je découvre qui font de la création sur Instagram. Et ça t'emmène de fil en aiguille vers... Donc c'est vaste. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui pour toi il y a quelqu'un ou une organisation qui fédère autour de la teinture végétale, et est-ce que c'est assez présent? Disons que les grands acteurs aujourd'hui de la couleur végétale rassemblent autour d'eux un certain nombre d'initiatives. Je pense à Sandrine Rosier, Michel Garcia, Dominique Cardon, qui vont soit être force de proposition pour des événements. Il y avait à un moment donné à Couleur Garance une journée professionnelle qui nous permettait de nous retrouver. Aujourd'hui, il y a eu des relais qui ont été pris par d'autres, mais c'est un peu, je dirais que c'est quand même assez éparse. Moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus structuré, en fait, qu'on puisse vraiment avoir des moments où on se retrouve régulièrement. Alors, il y a des symposiums aussi, mais j'ai pas pu aller au dernier. C'était assez compliqué malheureusement d'y participer, même en distanciel, ce qui est un peu dommage quand même. Symposium, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'était une conférence professionnelle autour de la couleur végétale qui avait lieu, je crois que c'était en Bretagne ou à Angers, en fin d'été dernier, en août-septembre dernier. Ouais, août dernier. J'ai pas pu y assister. C'était organisé par le CRIT horticole, notamment. Donc il y a des moments comme ça où professionnellement il y a des spécialistes qui se retrouvent. Je trouve que ça manque un petit peu peut-être tu vois, de clarté ou c'est pas suffisamment structuré. Moi, je voulais le proposer au jardin, d'avoir des moments où on pourrait, entre spécialistes, entre guillemets, se retrouver, faire un peu un point d'avancée, avoir des petites présentations. Le lieu est pas adapté pour recevoir, je pense, suffisamment de monde. Donc, ça devrait exister parce que c'est un petit peu éparse. Et une question, alors j'ai pas tout à fait creusé, mais il n'existe pas de syndicat ou de fédération de la teinture végétale? Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'avais rapidement cherché, mais je n'ai pas trouvé. Après, il y a plein d'initiatives d'associations, tu vois, donc ça pourrait être via des associations dont on serait tous un peu membres. Non, c'est pas super structuré. Quels sont pour toi les événements de la teinture végétale qu'il ne faut pas louper? Je sais pas répondre en fait. Je te dis, il y avait à Couleur Garance à une période, j'y suis allée 2 ou 3 fois.
un marché plus une journée professionnelle qui était vraiment un incontournable à mon sens. Je dirais que là, ces derniers temps, je vois pas d'événements incontournables qui étaient organisés. Alors, il y a l'association, quand on suit les associations type Tinctilis, qui sont vraiment très investies sur la couleur végétale, ils participent à des marchés, à des événements qui te permettent de les rencontrer et puis souvent fédérer quelques autres acteurs. Il y a des initiatives du côté de Pau aussi. Il y a l'ICINA, et là je sais qu'ils organisent en juin un festival autour des couleurs naturelles. Je serais pas en mesure de dire quel est l'événement à ne pas rater. Peut-être plutôt autour de formation aussi. C'est plus des formations en fait. Il y a la formation du Greta. Bon, si on a envie de se former, moi évidemment tu le fais passer chaque année. Formation proposée par différents intervenants qui sont à chaque fois des moments pour se rencontrer. Mais là, je suis un petit peu embêtée pour citer vraiment l'incontournable. Martina Planty sur Keramer. Alors Aurélia, si tu étais une plante colorante, quelle serais-tu et pourquoi? Je sais pas pourquoi je vais répondre ça, mais j'adore les fleurs de carotte sauvages. Donc que j'aimais déjà quand j'étais enfant. En fait, je pense sur les bords de chemin, j'ai des souvenirs. On les voit partout à la campagne. Et en fait, c'est une super tinctoriale qui fait de très jolis jaunes qu'on peut aussi imprimer, qui est facile à récolter, qui est en abondance, qui sent très bon, qui peut même être dégusté en infusion. Voilà, donc j'aurais envie de citer celle-ci. En plus, elle est assez vaporeuse, assez gracile, assez vaporeuse. Ta fibre de prédilection? Atteindre la laine. Est-ce que tu pourrais recommander des livres? Donc, on va parler du tien, mais ça ne compte pas dans tes recommandations. Donc, ton livre, c'est donc teinture végétale, carnet de recettes et cahier d'inspiration. Donc, je le mets là si jamais on réussit à voir la vidéo. Est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont, toi, marqué, inspiré, que tu voudrais citer pour les friandes de lecture que nous avons au bout des oreilles? Il y avait un des tout premiers livres de Michel, en fait, dans lequel il y a déjà tout, qu'on trouve peut-être plus si facilement, mais couleurs végétales, qui est vraiment top. Il y a un livre historique de Gustave Euzet sur les plantes industrielles, en fait, à une époque où on les cultivait, du coup, justement pour les besoins de l'industrie. Il traite aussi bien d'ailleurs des plantes à fibres que des plantes saponifères et des plantes tinctoriales. Et donc, il y a 1001 conseils sur comment faire germer, comment les implanter, comment cultiver, etc. Et c'est super passionnant. Puis il y a plein de détails sur d'autres types de plantes d'ailleurs qu'on pouvait pas forcément cultiver, qui étaient importées, qui étaient cultivées dans d'autres régions du monde. Donc j'aime bien je me suis un peu plongée dedans là pour quand j'ai fait des recherches. Et j'aimerais citer alors un que j'ai eu récemment. C'est pas spécifiquement sur les plantes tinctoriales, mais ça en parle. C'est surtout sur la façon de créer un écosystème autour des plantes, depuis celui qui la cultive jusqu'à celui qui la transforme, et essayer de créer une petite économie autour de ça. Ça s'appelle Fibershed. Donc là, c'est une américaine, mais vraiment, elle a essayé de monter des agriculteurs qui cultivent de l'indigo, d'autres qui font du coton et d'autres fibres. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on essaye nous aussi là de créer ici. Et c'est assez intelligemment présenté. Il y a un côté un peu activiste, bien sûr, mais il y a ce côté vraiment maker de ceux qui font et qui se mettent en contact de la matière. Et voilà, j'aime bien ce bouquin là que j'ai eu récemment. Okay. Je te donnerai les références de Rebecca Burgess. Alors, on arrive sur les questions où tu vas me dire, c'est plus délicat. Quelle est ta plus grande fierté, Aurélia, par rapport à la teinture végétale? Qu'est-ce que tu penses avoir apporté, ou comment tu sembles, alors moi, j'arrive plus à parler. Comment tu te vois contribuer? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur une fierté? Je dirais qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être un petit peu multicasquette, d'arriver à évoluer dans différents types de mondes et de milieux, pouvoir avoir un pied aussi bien avec des personnes qui sont vraiment plus dans la recherche, à se poser des questions à un certain niveau de réflexion pointue, et puis en même temps pouvoir échanger avec des gens qui sont des industriels ou des consultants de la mode et autres, et d'arriver à synthétiser ou faire des ponts entre toutes ces personnes-là, et c'est de me dire, bon voilà, justement, où est-ce qu'il faut qu'on actionne un petit peu des choses,
et d'avoir la chance de pouvoir évoluer dans tous ces différents mondes. J'adore aller dans les ateliers aussi et comprendre des choses qui sont justement dans le moment critique de la prod où ça joue aussi vachement et ça contribue. Pour moi, c'est assez collectif en fait, que ce soit la création ou la façon de faire, c'est collectif. Et donc réussir à manier tout ça, j'en suis assez fière et ça m'a permis de faire pas mal de réalisations et puis d'être sollicitée sur pas mal de choses. Dans le domaine, je sais pas si je peux dire déjà que j'ai des grandes fiertés. Je pense qu'il faut que j'attende encore 5 ou 10 ans, non? Bon, on se recontacte. On refait le point dans 5 ou 10 ans. Prochain projet pour toi, et j'aimerais bien que tu me parles de La Réunion, qui est chère à mon cœur. Donc, qu'est-ce que tu fais à La Réunion et est-ce que tu peux nous parler, je rebondis tout de suite avant de l'oublier, sur le projet Plantin dont a parlé Dominique Cardon dans l'épisode 5 pour ceux qui suivent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus et nous raconter sur La Réunion? La Réunion, trop chouette. Moi aussi, c'était une histoire de cœur. J'y étais venue plusieurs fois, et donc c'est pas un lieu choisi au hasard. On avait, si on voulait partir, c'était par exemple ici. Donc on a eu la chance de pouvoir le faire. Il y a une végétation évidemment luxuriante, une énergie, une vitalité dans tous les éléments, l'eau, l'air, la lumière, qui sont très très ressourçants et très inspirants. Je me suis greffée au projet Plantin, qui était déjà en cours depuis quasiment 1 an quand j'ai réussi à contacter les personnes. Donc c'est Thomas Petit et Yanis Caro qui étaient les directeurs de recherche de ce projet, et c'est Maher qui est l'un des doctorants principaux qui était sur le dossier. Donc lui, il avait commencé par les plantes tinctoriales de Madagascar et puis de la Réunion, et ensuite ça s'est concentré plus sur la Réunion. Et moi, je leur ai proposé, dans ce projet de recherche, de faire des applications textiles. Et en fait, ils avaient quand même une approche assez labo, pas mal sur les composants moléculaires, les composants, comme on dit, de toxicologie, par exemple. Et finalement, ils n'avaient pas tellement prévu d'application textile, donc ils ont dit OK. Donc j'étais ravie de collaborer avec eux. On a balayé, eux, ils avaient déjà pré-balayé une grande partie de plantes. Moi, j'ai fait des échantillons sur, je sais plus, une 40aine de plantes, disons, et j'ai construit un petit protocole de recherche. J'ai traité toutes les plantes de la même manière, plus des plantes, moi, que j'avais identifiées intéressantes et que j'ai mis un peu en point de comparaison, et puis d'autres plantes que j'avais déjà utilisées. Donc, ça leur a permis d'avoir des résultats textiles, visuels, différents de ce qu'ils avaient comme résultat labo. Et donc, c'était assez sympa. À la restitution qui a eu lieu en novembre dernier, donc les 2 ans du projet se terminaient. Et en novembre dernier, on a fait une présentation devant les différentes parties prenantes. Donc, voilà, il y avait mes échantillons, notamment couleurs, qui étaient présentés pour comprendre quel type de plante rentrait un peu dans quel registre. Et il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui ont été identifiées. Certaines, en plus, peuvent être des ressources qu'on pourrait utiliser de façon plus importante, sans abîmer la flore. Donc, c'était passionnant. Et on espère qu'il y aura un Plantin 2 pour continuer de réfléchir. Moi, j'aimerais bien, mon rêve, ce serait de pouvoir proposer une filière de plantes pays, donc de la Réunion, qui seraient des ressources d'exception, et d'en faire, alors soit en plantes séchées, soit en extrait, parce que pour pas mal de teinturiers, c'est plus facile de manipuler les extraits, et puis ça permet un peu de les standardiser. Et moi, j'aimerais l'utiliser pour faire des encres d'impression. Voilà, j'aimerais faire un projet là d'impression textile avec des encres pays. Mais donc c'est un petit peu en attente. Je sais pas si ça verra le jour ou pas. Moi, j'avancerai de toute façon dans mon coin sur l'expérimentation, mais voilà, il y aura peut-être un Plantin 2. Est-ce que tu peux nous expliquer donc des encres pour impression textile? Est-ce que tu peux développer un petit peu pour que ce soit plus clair? Parce que moi, je connais les encres, tu vois, qu'on fait par exemple avec le brou de noix ou je ne sais plus pour pouvoir écrire. Oui. Quand tu parles d'encre à impression textile, tu peux t'imagines un t-shirt imprimé avec des couleurs, je sais pas, ou avec des formes, ou avec une écriture. Et en fait, alors l'encre que tu utilises, par exemple, à partir de brou de noix, on peut en faire une encre d'aquarelle, une encre papier, mais on peut aussi en faire une encre d'impression que tu utiliserais en sérigraphie ou en pochoir ou d'autres méthodes, comme une encre textile classique, sauf qu'elle serait faite à partir de la plante. D'accord, ça y est, j'ai compris. Et il faut le fixer d'une façon un peu particulière, mais en tout cas, c'est possible d'imprimer en végétal. Et moi, je trouve que ça fait partie des super belles pistes à creuser. Il y a une fille aussi qui fait des encres, AVA, Catherine Alexandre. Elle a développé
Elle a un liant particulier pour imprimer des encres végétales. Je crois qu'elle avance pas mal là-dessus, mais j'ai jamais vu son travail. Et voilà, bah moi tu me réinterroges dans un an et puis. Franchement, avec plaisir. Mais c'est bien d'avoir des conversations comme ça qui avancent. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de toujours tourner autour de la couleur et surtout faire cette chaîne de valeur. Et c'est pour ça que ton livre, il va me passionner là, celui que t'as cité, parce que c'est un peu ça que j'essaye de faire sur le podcast. C'est vraiment d'avoir tout le monde. Les Anglo-Saxons, ils ont plutôt une mentalité plus collective que nous, je pense. Travailler en équipe, je pense qu'ils ont plus. Je voulais te poser 2 dernières questions. Qu'est-ce qu'on ne sait pas d'Aurélia Wolf? C'est compliqué comme question. Oui. Parce que t'es une bonne communicante, tu as un super site internet, on a beaucoup d'informations sur toi, il y a un podcast qui est sorti, t'as ton livre qui est hyper riche, bon je l'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi que t'as envie de partager, qui pourrait inspirer ou même faire découvrir une nouvelle facette de toi? Oui, peut-être comme tout le monde en fait, où tu sais que t'as pas vraiment conscience de tout ça. Moi je suis dans le doute permanent. Et je suis une grande timide, en fait. Donc, quand on me dit t'es une super communicante, c'est incroyable, je me dis waouh, j'ai quand même fait du chemin. Mais c'est vrai que plus jeune, je me suis vraiment forcée à prendre la parole. Maintenant, j'ai du plaisir à le faire. Donc, comme quoi, on peut surmonter toutes ces difficultés. C'était vraiment impossible pour moi, et ça m'a de me forcer à le faire, de me mettre des petits coups de pied aux fesses, ça m'a aidé. Maintenant, voilà, j'aime bien même parler, faire un petit speech et tout, un cours. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec des étudiants, par exemple. Mais ouais, j'étais vraiment très très timide, et je suis toujours en train de me dire que c'est toujours mieux chez le voisin, bien sûr, qu'il faut faire mieux, que ça va pas, que voilà. Mais bon, ça c'est se remettre en question, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas chez moi. La prochaine fois, je dévoilerai autre chose. Oh là, tu fais un super teasing. Non. Eh ouais. Il y aura des nouveaux sujets et en plus on va en savoir plus. Bon c'est voilà. chouette. Bon alors dernière question, plus sérieusement, à qui tu veux passer ton micro? C'est-à-dire que l'idée du podcast, c'est qu'on se fasse une petite chaîne, donc à initier Michel avec Clément, avec toi, etc. Chacun reprend l'exercice en donnant des noms des personnes qui l'aimeraient, à qui je passerai et tendrai le micro avec plaisir pour qu'on découvre d'autres facettes de la couleur végétale. Avec plaisir. Justement, alors 3 personnes assez différentes. Une amie qui était à Ivry quand j'y étais, qui elle est vraiment plus une spécialiste de l'indigo. C'est Anaïs Guéry, qui est une créatrice styliste femme, prêt-à-porter femme, qui fait vraiment de très belles choses et qui a une approche un peu dans l'éloge de la lenteur, d'une esthétique assez poétique, qui a un très très bel atelier que je trouve super inspirante, voilà, et qui a fait pas mal de collaborations avec des Japonais. Elle a fait pas mal de voyages entre la France et le Japon, notamment à travers le prix des savoir-faire des Takumi. Je crois que c'est un dispositif des ateliers de Paris. Donc, parcours super intéressant, et je pense qu'elle aurait pas mal de choses à dire sur sa pratique. Une autre personne que j'ai croisée dans mon parcours, qui est venue à l'atelier et puis qui a fini par oser se lancer dans une aventure qui est pas si simple, c'est de faire de la teinture en plus grande échelle. C'est Justine Gins qui est en train de lancer Maison Teintée. Donc, elle va proposer de la teinture en plus grand volume. Voilà, moi je suis beaucoup sollicitée par des créateurs qui veulent faire une petite série, une plus grosse série ou du métrage, et parfois je peux pas forcément y répondre. Et elle, ça va être vraiment son créneau. Et elle aura aussi une proposition de métrage de tissu teint de sa proposition. Donc voilà, Justine, et elle est vraiment en train de se lancer. Donc c'est bien. Je crois beaucoup au fait qu'on va être comme ça, plusieurs ateliers de petite ou moyenne dimension qui allons réussir à répondre à une demande, j'espère, grandissante. Et puis la troisième, c'est Sandrine Rosier, qui est vraiment une super belle personne que j'aime beaucoup, qui a créé le Greta, la formation du Greta, justement pour professionnaliser le métier des teinturiers végétaux, et qui réfléchit à pas mal de choses. Elle aussi, ces histoires de changement d'échelle, ça lui parle. On en a parlé encore la dernière fois. Et je sais qu'elle est sur des groupes de réflexion qui s'adressent à ça. Et puis, elle a une très belle approche créative, et elle est toujours dans le mille et un projets, et elle a un peu la carte aussi costume. Je
trouve que c'est magnifique de pouvoir teindre des costumes pour des spectacles en teinture végétale. Elle a un parcours extraordinaire. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on aurait envie d'écouter parler pendant des heures. Donc, je pense que moi, j'écouterai le podcast Bon, bah, chouette. Avec plaisir. J'essaye d'avoir Sandrine. Je contacte Justine et Anaïs pour ton relais de micro. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!